Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui. J'avais très hâte de voir l'épisode 3 de Ring des Anneaux du Pouvoir. Et j'ai pas été déçu, trop de trucs à dire, franchement, incroyable épisode encore une fois. Avant tout, commente, like, partage, grosse semaine d'actualité, va voir la review sur Le Visiteur du Futur, le film français de l'année, ça c'est certain. House of the Dragon, la review de l'épisode 3, pareil, un excellent épisode 3, le meilleur pour l'instant qu'on ait eu. Donc va voir mon avis et mon analyse de cet épisode. Et on attaque tout de suite pour parler des choses qu'il se passe en Terre du Milieu. Alors, là où dans House of the Dragon, on a à chaque fois des ellipses de ouf entre l'épisode 1 et 2, 2 et 3, là on suit directement ce qu'on a laissé. Le premier truc qu'on va découvrir, il me semble, je viens de voir l'épisode et c'est déjà un peu flou, mais il y a trop de trucs dans ma tête, c'est, il me semble, Arondir. Arondir qui finalement s'est fait attraper par des orques dans ces tunnels sous le village de Tir Arad, enfin à côté de Tir Arad. Et il s'avère du coup que c'est pas aussi minime qu'on croyait. Il y a carrément un chantier, une genre de carrière qui est contrôlée par plusieurs orques. Ils sont beaucoup, ils sont une dizaine, une vingtaine de ce que l'on voit. Et en fait, ils ont pris captifs des humains et les elfes qui étaient les rangers des locaux de la région, qui assuraient la sécurité et qui étaient de garde. Et tout cela sont esclaves. Et en fait, ils coupent les arbres, ils ravagent le sol. Voilà, tu vois qu'ils sont exploités. Et la scène qu'on nous montre en intro, où justement on voit Arondir qui découvre tout ça, elle est folle. Elle est folle, elle est fabuleuse. Franchement, on voit vraiment la souffrance, le côté horrible de cette scène, tu vois, et ça rend trop bien. Arondir qui, à mon avis, ne pensait pas tomber dans une situation aussi... Voilà, il savait qu'il y avait quelque chose qui se tramait, mais en fait, la vérité, elle est pire encore. Les orques sont organisés, ils tiennent en captivité beaucoup d'humains et d'elfes, et ils sont en train de préparer quelque chose, ils recherchent quelque chose. Ça, c'est ce qu'on va découvrir par la suite. Les amis, excusez-moi, il y a des travaux dans l'immeuble, un peu de bruit pendant cette vidéo, ça va peut-être gêner et me déconcentrer, je m'excuse d'avance. En tout cas, c'est ça la scène d'intro, c'est magnifiquement filmé. À ce moment-là, ça y est, j'étais happé par l'épisode. Le générique que l'on connaît déjà depuis l'épisode 2, moi, je ne vais pas me prononcer sur le générique. La musique est, selon moi, bien, mais sans plus. Les visuels sont beaux, mais sans plus. Voilà. Je sais qu'il y a des gens, ils ont trouvé ça vraiment incroyable et tout ça, qu'ils ont mis ça plus en avant que moi. Moi, c'est pas ça qui m'a... Voilà. On va laisser arrondir et on va le retrouver en fin d'épisode. Et dans ce cœur d'épisode, on va suivre quasiment deux histoires en parallèle. On va suivre Galadriel et ses péripéties avec Halbrand. Et on va suivre aussi Nori, que je kiffe de plus en plus. Et les pieds velus que j'apprécie de plus en plus. Là, cette fois-ci, on a Galadriel qui se réveille dans un bateau, sur un bateau, dans la coque, enfin je sais pas comment on dit, dans le pont, dans les ponts inférieurs, et qui va monter, qui va rencontrer le capitaine du navire. Ce capitaine, c'est mon nouveau personnage préféré, c'est Elendil, les gars. Elendil, le roi du Gondor, le père d'Isildur, Isildur présent dans cet épisode, un jeune Isildur qui fait ses classes pour devenir officier de la marine, et on comprend que c'est vers Numénor qu'on fait voile, et c'est là où on amène Galadriel et Halbrand. Alors, déjà, en ce qui concerne Isildur, l'acteur, il est très bien choisi.
Alors là, j'ai pas eu le temps de faire mes petites recherches. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait auparavant? En tout cas, il joue très bien un Elendil dans la fleur de l'âge. On va pas dire jeune, mais dans la fleur de l'âge. Et franchement, je suis pressé de voir son ascension et voilà ce qui va advenir. Enfin, on sait ce qu'il advient, mais il est vraiment, vraiment très, très classe. Et là, on nous présente donc, avec l'arrivée du bateau, Numénor, l'île étoile, l'île en étoile, et elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Des argonates partout, une cité en pierre, une cité d'hommes. Je disais ça dans ma précédente review, qu'on n'avait pas encore eu de cité d'hommes à contempler. Et ben ça y est, on l'a. Et franchement, encore une fois, Amazon, bien joué les gars. Votre série a 1 milliard. Vous avez mis le budget. Franchement, waouh, c'est une cité splendide. Je crois qu'on n'a pas eu d'aussi beaux plans. Le comparatif n'est pas à faire, mais on n'a pas eu d'aussi beaux plans, par exemple dans Goth, quand on a vu Port-Réal ou Winterfell. Là, vraiment, il y a eu des moyens qui ont été donnés. Et on est dans la contemplation des colonnes, du phare, de la statue, même des paysages, parce qu'au final, ça reste une île avec beaucoup plus de nature que de villes. Et les villes sont étalées. Il y a la ville orientale, la ville occidentale, la ville septentrionale de Numénor. Et ces villes, elles sont folles. Et Elendil, du coup, lui, va conduire l'elfe qu'il a rencontré. À ce moment-là, Galadriel ne s'est pas encore présenté, Halbrand non plus. Lui, il a trouvé des gens en mer et ils ont des croyances, vu que c'est des gens sur une petite île insulaire, tout ça, eux, c'est si la mer a jamais tort ou la mer a toujours raison. Ils ont un dogme un peu comme ça et du coup, il s'est dit, bah voilà, j'ai rencontré une elfe en pleine mer, je les amène à la hiérarchie. Et il s'avère que on a 2 personnages importants sur Numénor. Alors, Numénor, voilà, on pourrait en dire en long, en large et en travers que c'est beau, les décors, les soldats, l'arbre blanc, le palais, les Numénoriens, les forges de Numénor. Voilà, on voit quand Halbrand il est amené, tu vois, on visite toute la cité avec les yeux de Galadriel et d'Halbrand, on voit 1 milliard de choses et c'est magnifique. C'est magnifique, voilà. Si tu as vu l'épisode, je pense que tu as partagé tout comme moi ce ressenti et franchement, chapeau Amazon, vous savez faire des séries et vous savez faire des décors et des costumes, ça c'est certain. Donc on arrive devant Myriel, la régente, l'intendante de Numénor. Désolé les amis, changement de luminosité, ça va peut-être vous gêner un petit peu. J'ai le volet, tout ça, bref, tu connais. Voilà. Myriel est le conseiller Farandon ou Finlindon, ou j'ai pas encore trop assimilé son nom, mais il s'avère que voilà, c'est eux qui gèrent Numénor. On va découvrir petit à petit les intrigues de ce royaume, car ce royaume est en plein changement. Il se passe pas mal de choses. Là, Galadriel va se présenter. Donc, je m'étais trompé dans le précédent épisode. J'avais dit, oui, Galadriel, le frère que l'on voit au début de l'épisode 1, c'était Finarfin. En fait, non, Finarfin, c'est son père. En fait, je suis bête. Finarfin, c'est son père. Et ça a plus ou moins été confirmé, c'est Finrod, le frère que l'on voit de Galadriel au début de l'épisode. En tout cas, tout le monde s'est accordé pour dire qu'il s'agissait sûrement de Finrod. Alors, le nom n'a pas été dit dans la série, alors moi j'accepte. Si le consensus veut que c'est Finrod, c'est Finrod. En tout cas, Galadriel se dévoile. Je suis Galadriel, de la lignée des Noldor, de Fëanor, de Finarfin, tout ça. Donc, les Numénoriens, ils ont un gros savoir, tu vois, sur les elfes. Faut pas oublier que c'est Elros, le frère d'Elrond, qui a construit et qui a bâti Numénor, parce que lui, il est plus humain qu'Elrond, étant donné que leur maman est une humaine et leur papa est un elfe. Qu'est-ce que je disais? Enfin, ouais, bref, t'as compris. Et du coup, il s'avère que Galadriel veut rentrer en Terre du Milieu, combattre Sauron, toute sa quête qui va prendre pas mal de... Comment? Bah, de consistance, je trouve, pendant cet épisode, mais grâce au fait qu'elle va un peu lâcher prise. En fait, Halbrand, lui, il est dans une autre optique, changer de vie, nouveau départ.
On va savoir ses origines dans cet épisode, mais il va lui dire « C'est bon Galadriel, lâchez l'affaire, sérénité, nouveau départ. » La preuve, c'est qu'Halbrand, ils vont gagner. Ils vont gagner 3 jours invités sur l'île avant de pouvoir partir. Ou en tout cas, tu vois qu'il y a une idée de... Ils vont les garder invités, mais c'est une sorte de captivité un peu contrôlée. Halbrand, lui, il va se balader dans la... Et ils sont là, ils sont light. On les laisse aller où ils veulent. Halbrand n'a pas de garde du corps. Galadriel, oui. Halbrand, lui, va vouloir justement aller travailler dans les forges d'acier de Numénor. Il va lui arriver quelques péripéties un peu plus tard. Galadriel, elle, va avoir comme escorte personnelle, parce qu'elle est un peu plus contestataire. Déjà, pendant la présentation avec Myriel, elle est un peu dans... Tu vois, elle est un peu plus coup d'épaule, tu vois. Galadriel, elle est toujours dans son rôle de « je suis Galadriel, je fais ce que je veux, laisse-moi tranquille ». Limite, on peut se dire, mais elle n'est pas un peu bête, tu vois, parce qu'elle pourrait faire preuve de diplomatie. Je pense surtout qu'en fait, elle est aveuglée par sa quête. Mais ça lui va bien, j'aime bien. Et surtout, comme j'ai dit, Elendil va devenir son garde du corps officiel pendant ces jours. Et Elendil et elle vont discuter, vont se rapprocher. Et notamment, Elendil va lui parler en elfe. Elendil, d'ailleurs, son nom, je ne le savais pas, veut dire l'ami des elfes et proche des étoiles. Et en fait, Elendil, il vient d'un côté un peu plus du côté de Valinor, il me semble, Orient, non, donc à l'est. Et en fait, il s'avère que là-bas, on parle un peu plus elfique, on est un peu moins raciste, xénophobe envers les elfes. Et on a surtout une ancienne bibliothèque où le savoir elfe humain, où toute cette tradition est protégée, tu vois. Et Elendil lui dit, voilà, il y a tout ça, nanana. Et elle sait que en allant dans cette bibliothèque, car le savoir est une arme, Kerry James, elle pourra apprendre des choses sur Sauron, la Terre du Milieu, enfin voilà. Elle pourra, quitte à rien foutre, autant apprendre des choses. Donc, ils font 6 heures de cheval. La scène, elle est très belle. La chevauchée d'Elendil et Galadriel est très belle vers ce lieu. Voilà. On nous présente en parallèle, parce qu'on nous en parle, Isildur, sa sœur, et Arena, un truc comme ça. Elle qui est en voie pour devenir architecte à la guilde des architectes. J'aime beaucoup ce côté guilde, la guilde des forgerons, la guilde des architectes. On est dans ce côté Skyrim, la guilde des boulangers. Voilà, franchement, c'est cool. Et en tout cas, Elendil et Galadriel vont faire pas mal de découvertes. La marque qu'on voit depuis l'épisode 1 et 2, dont Galadriel pense que c'est un symbole, on découvre qu'en fait c'est plus un élément cartographique, un élément de carte, un élément géographique qui lui permet de comprendre un peu le plan de Sauron, et surtout elle découvre un texte ancien un peu scénarisé, c'est facilité scénaristique, parce que comment ça se fait que dans cette bibliothèque on a le plan de Morgoth écrit de A à Z, conquérir la terre du sud, tout ravager, construire une tour, Barad-dûr, le Mordor, limite on comprend que tout le plan de Sauron est inscrit dedans. Comment ça se fait que Numénor a ça, je ne sais pas. Peut-être ça va être expliqué, peut-être c'est juste une facilité scénaristique. Mais c'est vrai que c'est un peu gros. Il faudra que j'y réfléchisse par la suite quand je reverrai l'épisode. Parce que j'essaie toujours de regarder 2 fois l'épisode. Mais en tout cas, voilà, on a ce délire de... Le plan de Sauron est quand même sur un document que possèdent les Numénoriens. C'est pas vraiment normal, tu me diras. Bref, en tout cas, elle découvre tout le plan de Sauron. Faut rentrer en Terre du Milieu. Elendil, on comprend qu'il va sûrement l'accompagner, Isildur aussi. Pour la fille, on ne sait pas encore, c'est incertain. Et Halbrand, lui, qu'est-ce qu'il fait pendant tout ce temps? Eh bien, Halbrand, lui, donc, il veut intégrer la guilde des forgerons. Il croise des forgerons dans une taverne. Au début, ça commence à s'échauffer, il va se battre avec eux. Finalement, il arrive à utiliser la ruse. Il paye une tournée, il lui subtilise son insigne de forgeron. Finalement, ils le retrouvent, ils sont 3-4, ils vont le massacrer. Et là, on découvre qu'il a une noirceur, une rage. Le mec, il commence à ouvrir son
son chakra, ses chakras, c'est son ki, son ce que tu veux. Ouais, je me suis loupé dans mes références geek. Il commence à tous les péter et il se fait arrêter par la garde. Au retour de ce côté oriental de Numénor, Galadriel va le voir et là on découvre qui est Halbrand. Il s'agit, Halbrand, apparemment, du roi du Sud. Donc le roi des Haradrim, parce que Tir Harad, c'est quand même l'entrée du Harad, des peuples du Sud, du Gondor et du Mordor, tu vois, toute cette partie-là du Sud. Et lui, apparemment, c'est le roi du Sud. Il a sûrement un autre nom qu'Halbrand et tout ça. Mais en tout cas, elle comprend qui il est. Et on découvre qu'Halbrand, lui, il est dans un déni, il a fui à cause des orques. Ça n'a pas l'air d'être... Bon, on ne sait pas, en fait. Est-ce qu'il est mauvais, pas mauvais? Voilà. On sait que les orques sont en train de ravager son territoire. Lui, il a fui, ça, il l'a dit, il a été honnête. Mais voilà, c'est un roi... En tout cas, c'est un roi qui a fui. Dans quel contexte le passé d'Halbrand est très mystérieux encore. Il faudrait qu'on nous éclaircisse un peu tout ça. Là où j'ai pas trop aimé, mon petit point négatif de l'épisode, je trouve que c'est sur cet aspect-là qui sont un peu... Dans les dialogues, Galadriel, Halbrand, à ce moment, ils sont un peu en train de nous jouer la corde sensible, la corde nostalgique du retour du roi et de la relation Elrond-Aragorn. Quand on découvre qu'il est Aragorn, fils d'Arathorn, héritier d'Isildur et d'Elendil, le roi du Gondor, tu vois. Reprenez votre destin, reprenez votre trône. Vous êtes le roi disparu d'un royaume qui peut retourner la situation à telle époque, à tel âge de la Terre du Milieu. Voilà, on est un peu dans cette idée Halbrand-Aragorn. Alors, je ne sais pas où ça va, théorie comme ça, lancée. Est-ce que Halbrand ne pourra pas regagner son trône et va devenir un Dunedain, ancêtre, entre autres, d'Aragorn? Y aurait au moins un lien de causalité, tu vois, on y va, tu vois. Je ne sais pas. Ça, c'est vrai que c'est un peu flex. Je connais pas assez l'histoire des Dunedains pour connaître leur origine. En tout cas, on a le roi du Sud, le roi des Haradrim, je vais l'appeler comme ça pour l'instant. Et lui, il veut toujours pas retourner dans son royaume. On va voir ce qu'il va advenir dans l'épisode 4. Mais voilà tout ce qu'on a entre Galadriel et Halbrand. Galadriel maintenant connaît le plan de Sauron, là où tout se passe. D'ailleurs, là où Arondir est en train de douiller un max. Halbrand, c'est le roi de ces terres, le roi dont parlent Théo et ses potes, le roi dont parle Browin. Voilà. Dans cet épisode, on n'aura pas Elrond, on n'aura pas Durin, on n'aura pas justement Browin et Théo. Voilà. On est vraiment concentré, focus sur Arondir, Galadriel et Halbrand et maintenant Nori. Nori, donc on laisse Nori, ils sont sur le point de partir pour leur migration, comme ils disent, des choses rapides. Elle va essayer de voler le livre de Sadok qui monte dans mon estime. J'aime de plus en plus ce personnage qui est très très cool. Elle veut trouver les étoiles pour aider l'étranger qui se dévoile pas beaucoup plus dans cet épisode. En tout cas, selon moi, désolé les amis, manque de respect total. Finalement, c'est l'étranger qui va regarder le livre, il va foutre le feu au livre et casser la maison de Sadok. Ce qui est drôle, c'est que c'est pendant une belle cérémonie en plus, et j'ai trouvé cette cérémonie vraiment très forte en émotion, en réalisation. En fait, il s'avère que les Pieds Velus ont une cérémonie très très cool, enfin cool, malheureusement c'est triste, où ils se mettent en commémoration avant le départ et ils parlent de ceux qu'ils ont laissés pour compte, laissés derrière. En fait, c'est les gens qui sont morts et ils vont citer, je sais pas, un tel fière chevelure, père mort dans une avalanche, ils vont le citer et dit trouve le chemin. Enfin, tu vois qu'ils sont vachement communautaires, ils ont un beau côté. C'est pas un manque de respect, mais ils ont un côté vraiment gitan dans l'aspect culturel et traditionnel. Et pour moi, selon moi, c'est une qualité, hein, c'est pas une critique, hein, mais ils ont ce côté gens du voyage avec voilà, une culture familiale et j'ai trouvé ça vraiment très cool, tu vois. Plus ce côté, ces musiques toujours féeriques, coquilleries, ces musiques des bois, lutin, Irlande. Voilà, j'aime bien.
Franchement, j'aime bien, j'aime de plus en plus les pieds velus. Et d'une certaine façon, je trouve même qu'ils sont plus intéressants. Je trouve même qu'ils sont plus intéressants que les hobbits, tu vois. Je trouve même qu'ils sont plus intéressants que les hobbits. Donc la maison, tout ça, Sadok et les aînés, les sages des pieds velus vont condamner Nori à une punition, mais pas trop grave. Sadok, il est dans la compréhension, parce que finalement, lui, l'étranger, bah, tu vois qu'il a aussi ce côté curieux, parce qu'au lieu de se braquer, avoir peur comme les autres, vu que c'est l'érudit, il va dire une phrase genre: j'ai déjà vu des hommes monter aux étoiles, mais j'ai jamais vu une étoile tomber et devenir un homme. Et ça va tu vois, ça va le titiller. Alors, il va être tolérant, il va étudier la question, il va dire: votre seule punition à vous, les brande-pieds, c'est d'être à la fin de la file. Généralement, on peut comprendre que c'est les gens à la fin de la file qui subissent les intempéries, les dégâts et tout ça. Et c'est ce qui va se passer. Nori et son papa, sa belle-maman et son demi-frère vont être largués parce que voilà, ils n'arrivent pas à suivre, surtout que le papa est blessé. Et finalement, c'est l'étranger qui vient, qui va dire ami et non pas Bella. On ne sait pas si c'est Gandalf. On continue, on ne sait pas. En tout cas, il va aider à pousser la charrette, vu que le papa est blessé, et ils vont pouvoir comme ça suivre la compagnie et arriver à Verger, ou je ne sais pas comment ils ont appelé le nouvel endroit, la nouvelle destination. J'ai un peu rush ce qui se passe chez les pieds velus, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. En tout cas, on peut imaginer que l'étranger va être intégré à la communauté. Si c'est Gandalf, bah, son affect avec les pieds velus, donc les semi-hommes, ça va vraiment justifier et expliquer son affect pour les Bilbons, les Saquets, la Comté, tout ça. Les problèmes qui viennent se poser, c'est que au niveau du lore, ce qui est canon, ce qui est rédigé par Tolkien, c'est que Gandalf et les Istari n'arrivent qu'en l'an 1000 du troisième âge. C'est peut-être 2000 ans trop tôt. Enfin, à un moment, les gars, ça peut pas être Gandalf. Ils vont pas aller nous prendre le lore et nous le massacrer comme ça. Surtout que j'ai l'impression qu'il y a un effort qui est fait pour déjà respecter l'identité visuelle et musicale de Peter Jackson, lui-même qui a respecté quand même énormément l'œuvre de Tolkien autant qu'il a pu, avec les conditions que lui ont donné le studio, bref, qui a réalisé Le Seigneur des Anneaux, là j'ai oublié, le truc avec le carré et les deux échelles, là je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Donc non, normalement, c'est pas un Istari. J'ai fait une petite blague dans le titre de la vidéo de l'épisode 1 et 2. J'ai dit Radagast, c'est toi. Mais normalement, c'est pas Saruman, c'est pas Radagast, c'est pas Gandalf. Même si tout nous laisse à croire que oui. Donc, ma théorie vite fait que je lance, je pense qu'en vrai, c'est quelqu'un de mauvais. C'est un maillard, c'est Sauron. Lui, pourquoi Sauron serait chez les semi-hommes? Ça n'a aucun sens. Mais ça fait parler et c'est bien. Toute l'intrigue du truc est là. C'est très très cool. On va laisser les pieds velus dans leur voyage jusqu'à leur destination dans l'épisode 4. Et on va finir cet épisode avec Arondir, ses copains elfes et les hommes emprisonnés par les orques. Un truc que j'ai omis, c'est comme je vous ai dit, les orques recherchent un objet, un artefact. On sait, on s'en doute, c'est l'épée qu'a trouvé Théo. Et les orques ont un chef. On parle souvent d'un mec qui s'appelle... comment il l'appelle? Adar, pardon les amis. Adar. Qui est Adar? Peut-être c'est Sauron sous une forme elfique, car Sauron c'est le changeur de forme. Sauron a plusieurs formes et plusieurs noms. Est-ce que Adar est Sauron, un elfe noir ou tout ça? On ne sait pas. On le voit à peine à la fin de l'épisode, car oui, Arondir et ses potes vont tenter une évasion, voilà, qui va échouer, parce que les orques ont déjà ravagé énormément les terres du Sud qui vont devenir, à mon avis, le Mordor.
cette partie-là va devenir le Mordor qu'on connaît, tu vois, dont Boromir fait la définition, aride, mort, desséché, tout ça. En tout cas, Arondir se bat très très bien. Il se bat même contre un warg. Donc, beaucoup d'action dans cet épisode. De l'action, belle scène d'action en fin d'épisode où les elfes vont tenter de se libérer de leur chaîne, combattre les orques. Surtout que les orques, c'est des vrais chiens, tu vois. Ils vont même tuer le pote à Arondir, le capitaine de la garde. Voilà. Mais ça va échouer. On se demande, là aujourd'hui, là franchement, j'avais beaucoup moins d'interrogations à la fin de l'épisode 2, mais là j'en ai beaucoup. Comment va s'en sortir Arondir? Comment va faire Arondir pour survivre à tout ça? Qu'est-ce qui va se passer? Où est Browin? Va-t-elle venir le sauver? Où est la cavalerie du Rohan? Je ne sais pas. En tout cas, ouais, c'est Arondir est dans la sauce, surtout qu'il est mené devant le leader de ces orques. Donc, qui est-il? Voilà, moi, j'ai envie de poser des petites théories encore. Théo va devenir la bouche de Sauron. Halbrand va devenir un des Nazgûl. Et Azad, on a dit quoi sur son nom? Adar, purée, ça va être dur à retenir ça. Adar, c'est Sauron. Voilà. Halbrand, Nazgûl, Théo, la bouche de Sauron. Et Adar, c'est Sauron lui-même. Voilà les amis, j'attends en commentaire vos retours sur ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que selon vous, j'ai oublié des choses importantes? Est-ce que vous validez mes théories? Je ne sais pas quel sous-titre donner à cet épisode, je vais y réfléchir, il y a beaucoup de choses à dire. Le changement de luminosité doit être désagréable. Désolé pour les bruits de marteau à côté. Les amis, beaucoup d'actu, soyez curieux, je vous attends sur la vidéo, il y a beaucoup de choses à voir et à dire. On attend l'épisode 4 et dites-moi si cet épisode se place dans la continuité des précédents ou s'il est meilleur ou s'il est en dessous. Voilà les gars, on s'arrête là. À la prochaine. Bye.